Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux fonctionnalités du menu. Les petits boutons que vous voyez ici, édition, format et affichage, vont être donc les points de cette vidéo. Nous n'allons pas encore nous intéresser à l'onglet fichier qui sera donc vu plus tard car c'est la gestion justement des fichiers texte. Nous, on va juste s'occuper de ces différentes fonctionnalités qui sont des interactions avec notre formulaire et notre rich text box. Alors pour commencer, on va aller dans déjà notre formulaire, et en effet, vous avez sans doute pu voir que si on redimensionne notre formulaire, ici, on peut redimensionner jusqu'à ce qu'il ait une taille ridicule. Donc nous on va lui définir une taille minimale, qui ne pourra pas donc, il ne pourra pas être en dessous de cette taille qui sera fixée. Alors, on peut dire que la taille par défaut 800 est de 800 par 600. Voilà, comme ça on a un programme de cette taille-ci contre. On peut copier ceci. Donc ici c'était dans l'onglet size, dans la propriété size, alors attendez, hop, voilà. On voit la description du paramètre. Nous on va chercher minimum size. Et voilà, minimum size, on peut régler par exemple à 640 par 480. Maximum size, on reste à 0. On peut l'agrandir jusqu'à la taille d'un écran maximum. Ici je vais donc pouvoir réduire. Alors si j'arrive à trouver, voilà, comme ceci, c'est la taille minimum. Je ne pourrais pas la réduire plus. Voilà. Donc ça c'était pour le formulaire. Au niveau du design du formulaire. On va commencer par aller dans notre main menu strip. Alors comme vous l'avez vu dans l'épisode précédent, on avait commencé à créer des événements clics dans notre rich text box context menu strip. C'est-à-dire le clic droit de notre rich text box avec le couper, copier, coller et sélectionner tout. On va procéder de la même manière en ajoutant nos événements dans la classe du menu strip. Donc on va fermer ceci et on va s'occuper de view dropdown menu. Alors, on va aussi faire un petit peu de nettoyage dans nos variables, enfin on va les raccourcir en fait, puisque le petit pré-suffixe menu ne sert à rien. On va simplement l'appeler view dropdown, ici on va l'appeler always on top. Comme ça, ça nous fait économiser un peu de place, c'est plus simple à lire. Alors je fais donc double CTRL R pour renommer mes variables, et le renommage s'applique partout dans le code. Voilà. Comme ceci, c'est plus agréable à lire, on se repère mieux. Alors c'est fait au niveau du view dropdown menu. Du coup, on a la déclaration de notre strip menu item, alors qu'on peut aussi... Voilà, on n'a pas besoin d'utiliser le saut de ligne, puisqu'on est sur 3 instantiations, ici on est sur 3 autres instantiations. Mais comme... Voilà, on a le drop-down qui appartient... Ok, ouais, comme ça c'est bon, c'est parfait. On peut même faire plutôt comme ceci. En gros, on a l'élément qui appartient à affichage, et ici on a les éléments du zoom qui appartiennent à zoom avant, zoom arrière. Enfin, le zoom avant, zoom arrière et le restore et zoom par défaut appartiennent à l'onglet zoom. Même si l'onglet zoom appartient aussi à affichage, c'est pas très grave, c'est un drop-down, donc on s'y repère comme ceci. C'est qu'un détail, hein, ça dépend évidemment de ce que vous voulez faire pour bien comprendre votre code. Donc une fois l'affichage de nos display string, donc des raccourcis, on va ici, avant du coup d'ajouter dans notre liste, déclarer les clics, parce que sinon les clics ne seront pas pris en compte. Au niveau du clic, alors du premier clic, toujours devant. Toujours devant, donc, imaginons que j'ai mon formulaire là, donc j'ai mon formulaire d'ouvert. Si je clique derrière, le formulaire en fait doit rester ouvert. Il doit rester au premier plan, et non pas il ne doit pas se placer au second plan. Donc on a en fait dans le formulaire une propriété qui se nomme topmost. Indique si le formulaire s'affiche toujours au-dessus de tous les autres formulaires pour lesquels cette propriété n'a pas la valeur true.
cette propriété, donc il faut l'initialiser à true lorsque l'on l'active et à false lorsque l'on la désactive. Alors pour ce faire, on va déjà utiliser notre objet always on top. On va utiliser l'événement click. On utilise l'opérateur pour ajouter un nouvel événement, plus égal. On ouvre des parenthèses pour renseigner nos paramètres. L'événement click a deux paramètres, le sender et l'event, SE, et la fonction fléchée. Ici, ça va être une fonction qui va être longue, enfin, qui va prendre plusieurs lignes, donc on le fait en 3 collades. Puisque je vous le rappelle que dans mon rich text box context menu strip, j'avais fait ces fonctions, comme elles étaient très courtes, pas besoin d'accolade, et cela se fait donc sur une seule ligne. Hop. Donc, ici, on va faire une condition, puisque always on top dispose d'une propriété checked. If always on top point checked, vous voyez. Donc s'il est check, eh bien, on va le décheck en fait. En fait, là, il faut bien s'imaginer que lorsqu'on clique sur le bouton, on va pouvoir catcher l'événement, on va pouvoir savoir s'il est coché ou pas au moment du clic. Donc je vais vous montrer. Voilà. Donc vous voyez, en fait, lorsqu'on clique, je vais vous montrer du coup ce que l'on obtient. Alors c'est un booléen du coup. On peut mettre soit en point to string pour pouvoir ne pas avoir d'erreur, ou alors vous pouvez aussi faire comme ceci, plus une chaîne de caractères, ce qui va convertir l'ensemble en chaîne de caractères. Donc dans l'affichage, au moment du clic, la propriété always on top.checked vaut false. Voilà. Donc lui, il passe ici. Si jamais elle est activée, alors on le passe à false. Dans le cas contraire, on le passe à true. On va pouvoir, vous voyez, mettre un point d'arrêt. Alors, le point d'arrêt, on va le définir ici. Dès qu'on va cliquer, vous allez voir, du coup, on va passer en mode pas à pas détaillé. Je continue, ok. Ah non, d'accord, oui. Ici, c'est tac. On va plutôt passer ici. En fait, si on met le point d'arrêt ici, ça nous le fait au démarrage de l'application, lors de la gestion des événements, de la création de l'événement. Donc, je clique sur toujours devant. On entre dans le clic, mon événement clic. On entre du coup sous la condition if. Alors, on vérifie s'il est checked. Ceci, alors, on a du coup des objets ici. On n'a pas besoin. On va aller dans espion 1. Donc en fait, c'est les variables locales qui sont à l'intérieur de mon événement click. On a bien SE et la variable always on top, qui est celle-ci. On va aller dans les espions. On va supprimer nos anciens espions. Et on va ajouter, alors ici, est-ce que ça va nous proposer d'autres question? Oui, always on top, .checked. On appuie sur entrée. Et vous voyez, on a bien la valeur false. Alors pour le moment, le compilateur, enfin l'instruction est celle-ci. On appuie sur F11 pour passer à l'instruction suivante. La condition était fausse, donc on rentre bien dans le cas else, autre. Alors, on définit always on top à true. On reclique, on rentre ici. Est-ce que always on top est checked? Au moment où j'ai cliqué, oui. Du coup, on le met à false. Donc ça, c'est juste pour l'affichage de notre checkbox. Et maintenant, ce qu'il faut faire, c'est utiliser la propriété topmost de notre formulaire. Cependant, comment accéder à notre formulaire, puisque ici, eh bien, on n'est pas dans le formulaire, on est dans notre main menu strip. Si j'utilise mainForm.topmost, non, on n'a pas.
puisque ce n'est pas une propriété statique. Donc ce qu'il va falloir faire, je vous propose donc une solution. Moi, ce n'est peut-être pas la solution la plus optimisée, mais c'est une solution que j'ai trouvée facile à mettre en œuvre et qui ne pose pas de problème de performance. Donc vous allez vous rendre dans la classe programme. Dans la classe programme, il s'agit du point d'entrée de l'application avec la méthode main. C'est-à-dire qu'avant même que notre formulaire s'affiche, on est dans cette méthode. Vous voyez, main, puis ensuite le formulaire s'affiche. Puisqu'on voit qu'à la ligne d'après, il y a l'exécution, l'instruction application.run new main form. C'est donc ici que l'on instancie notre formulaire. Donc là, ce que l'on va faire, c'est que dans notre classe statique, on va justement créer un objet statique. Alors statique, c'est un objet que l'on peut accéder en dehors de la classe, et même sans instancier la classe. Enfin, vu que c'est une classe statique, il n'est pas possible d'instancier cette classe non plus. Donc on va créer notre objet, vous allez tout de suite comprendre. Un objet de type mainForm, que l'on appelle mainForm. Voilà. Au lieu de lancer un new mainForm, en fait, on va définir mainForm, donc cette propriété ici, c'est égal à new mainForm. Et on va exécuter notre objet statique, mainForm. En lançant notre programme, vous voyez que rien n'a changé, tout fonctionne exactement de la même manière. On va pouvoir du coup, dans notre main menu strip, toucher à notre formulaire. C'est un objet statique qui se situe dans la classe programme. Il faut donc accéder à notre classe programme, point, et vous voyez, on a notre champ statique, point mainForm. On accède à topmost, juste ici, et on définit à false. Et on fait la même chose, juste ici. On définit à true. On va pouvoir tester affichage, toujours devant, c'est bien coché. On clique derrière, notre formulaire reste bien devant, on désélectionne, et notre formulaire disparaît. Donc voilà, pour cette petite méthode, always on top. On va s'occuper du zoom in. Donc, ici on va avoir pratiquement le même problème. Alors, on définit l'événement zoom in, on clique, toujours avec la même syntaxe, et les accolades, suivi du point virgule. Donc nous, on veut accéder à notre rich text box. Ce qu'on veut faire, c'est pouvoir zoomer. Alors on peut zoomer en fait avec la molette, mais on veut aussi, nous, pouvoir utiliser nos petits raccourcis que l'on a créés, CTRL plus et CTRL moins. Pour ce faire, il va falloir déjà accéder à notre rich text box. Pardon. Dans notre formulaire, vous voyez que notre rich text box est ici. On va faire de même, on va créer un objet statique, public bien sûr, sinon il n'y aura pas d'accès en dehors de la classe. Donc public statique, rich text box, que l'on appelle de même. Et donc ici, lorsqu'on instancie notre rich text box, on ne va pas utiliser le mot-clé var, et on va mettre une majuscule OR pour dire que voilà, le champ rich text box, ça devient une instance de la classe custom rich text box. Du coup, dans notre tab contrôle, on ajoute à la première page cette rich text box-ci. Toujours pas de problème, ça marche à la perfection. Dans notre main menu strip, on va pouvoir utiliser les propriétés de zoom de notre rich text box. Donc ici, on utilise toujours le mot-clé if, main form point rich text box, vous voyez, point. Et ici on a le zoom factor.
on peut obtenir en fait le zoom actuel de la rich textbox, qui est égal à 1. C'est un float, donc on peut. Donc pour les nombres sans virgule, normalement, il n'y a pas de problème. Mais afin de bien savoir que c'est un float, on va en fait utiliser un f juste derrière. Qui signifie ici 3.0. Puisque un float est un nombre à virgule. Mainform. Donc ici, on veut zoomer davantage. Donc mainform.richTextbox.zoomFactor. On voit que cette propriété a bien un getter et un setter. Donc on peut utiliser ici le plus égal, puisqu'on veut y ajouter du zoom. On va y ajouter par 0,3. On va pouvoir tester. Alors, test, CTRL+, et vous voyez, ça zoome. Alors le zoom peut aller jusqu'à 64. Moi, je stoppe à 3, puisqu'après 64, je trouve que c'est un petit peu ridicule. On peut essayer. Lorsque l'on a un gros texte, cela peut être un petit peu ridicule. Voilà. Bon. On a notre zoom, vous voyez, ici qui va arriver à 64. D'ailleurs, voilà, on était à 64,014, donc on n'a pas pu. On a eu une exception. 3F, c'est parfait. Et on augmente de 0,3 en 0,3. On va pouvoir copier cette fonction. À la place de zoom in, on utilise notre objet zoom out. Et donc, plus égal, enfin moins égal ici, 0.3f. Et nous, on veut en fait un zoom minimum de 0.3. Alors 0.3 c'est peut-être encore un peu petit. On va peut-être plutôt vouloir du 0.5. Bon, voilà. 0.5 ou 0.6. Puisqu'après, zoomer en dessous de ce niveau, c'est un peu inutile. Peut-être même le 0.7, on va pouvoir zoomer qu'une fois en dessous. C'est plutôt parfait. Voilà, donc on a ces possibilités de zoom ici. Voici notre plage de zoom entre 0.7 et 3. On va avoir le zoom reset. Alors, d'ailleurs qu'on peut nommer plutôt restore zoom. Voilà, c'est un nom qui parle un peu mieux. Alors restore zoom.click plus égal, hop, toujours nos objets, la fonction fléchée, et ici on ouvre les accolades, et on va utiliser notre objet mainForm.richTextbox.zoomFactor égale 1. Donc CTRL plus et CTRL divisé pour réinitialiser. On peut aussi tester avec le clic. Restaurer. Voilà donc pour les fonctionnalités de zoom. On a ensuite la police de caractère à gérer. Alors, pour la police de caractère, je vais déjà plier ceci, on n'y touchera pas tout de suite. Hop, dans format. Il existe un objet qui s'appelle FontDialog. FontDialog, du coup, qui va être un objet privé, dans notre cas, FontDialog, qui est en fait un formulaire qui va être généré automatiquement. Donc, on va le nommer FontDialog. Cet objet va être instancié dès la création de notre menu strip. On crée notre FontDialog. Alors il utilise en fait, comme marqué ici, les polices installées sur l'ordinateur. Donc nous on n'a pas besoin de gérer cette partie, c'est vraiment impeccable.
dans le format drop-down, on va avoir du coup, on va appeler ça font. De même ici on enlève menu, voilà. Donc font.click plus égal. Comme ceci. Hop. Alors, premièrement, on va définir sur notre fond de dialogue la police. Alors je vais d'abord vous montrer plutôt le show dialogue pour vraiment vous montrer ce que l'on va définir. Donc avec la méthode show dialogue, on affiche en fait à l'utilisateur le formulaire. Hop, voilà, il apparaît juste ici. Alors ici on a comme valeur par défaut Microsoft sans serif, normal 8. Donc qui est la valeur que Visual Studio doit donner par défaut. Nous ce que l'on veut c'est que lorsque l'on va démarrer notre fond de dialogue, lorsqu'on va le montrer à l'utilisateur, on définit la fonte à qui est égale à la fonte de notre rich textbox. Alors, est-ce qu'ici c'est la même? Voilà, on est sur une Arial 12, puisque dans notre rich textbox, custom rich textbox, on avait défini ici, vous voyez, Arial 12. Donc ça marche, c'est tout à fait ce qu'il faut. Alors, ensuite, pour pouvoir affecter la nouvelle police, on va pouvoir utiliser ceci. Mainform.richTextbox.font est égal à font dialogue.font, tout simplement. On va pouvoir écrire un texte, format police, par exemple Arial Wounded oblique gras, ok. Vous voyez, la police a changé pour ma rich textbox. Voilà, police. On retrouve la police qui est actuellement sélectionnée sur notre rich textbox. On peut zoomer pour voir de plus près. Alors ici, les fontes réinitialisées à chaque fois que l'on ouvre notre programme. On verra plus tard pour s'occuper de la gestion des paramètres personnalisés et donc rétablir ces paramètres lorsque l'on réouvre notre formulaire. Voilà donc pour la gestion de la police. L'édition. Alors l'édition. Le bouton annuler et restaurer. Vous allez voir que c'est pas difficile du tout puisque la rich textbox propose absolument tout ce qu'il nous faut. J'enlève les petits menus. Et donc avant d'ajouter les items, on fait comme d'habitude cancel.click plus égal nos paramètres. Alors ici on peut le faire sur une seule ligne. On ouvre nos accolades, on n'oublie pas le point virgule à la fin. On va chercher notre rich textbox, notre objet statique, et on a, vous voyez, le can undo, qui est une propriété. Donc si jamais l'utilisateur peut annuler l'opération, alors on undo. Alors pardon, d'ailleurs je n'ai pas utilisé le mot-clé if, voilà. Comme c'est sur une seule ligne, on n'est pas obligé d'utiliser des accolades pour utiliser la condition valide. Alors .richTextbox.undo. Voilà. Donc si et seulement si il y a la possibilité d'annuler, alors l'opération sera annulée, tout simplement. On va faire de même pour restore, on peut du coup copier-coller. Et ici c'est un can redo. Voilà. D'ailleurs on peut renommer pour que ce soit quand même plus simple le cancel par un undo et notre variable restore par un redo. On va lancer notre programme, test, CTRL Z, CTRL Y.
qui étaient nos raccourcis précédemment définis. Cela fonctionne donc à merveille. On a du coup codé les différents menus édition, format et affichage qui fonctionnent pour une seule Rich Text Box. Mais nous, on aura quelque chose de plus délicat à gérer par la suite lorsque l'on ajoutera des nouveaux fichiers. Avec nos nouveaux onglets, on aura des Rich Text Box une Rich Text Box par onglet, donc on verra comment attribuer une police à toutes les Rich Text Box d'ouvertes